faut reconnaître que le fait qu'il n'y a pas eu de bus, donc on aurait pu avoir plus. Vous comprenez dans ces pays qu'on arrive à dire que les entretiens de tous les bus doivent se faire ce jour-là et expressément le jour où l'opposition tient son meeting. Je ne peux pas comprendre cela ni accepter, ni dans ces pays. Nous n'avons jamais connu un jour où tous les bus ne devaient pas circuler parce qu'il y a entretien. Et dans aucun autre pays, je n'ai jamais entendu cela. Donc moi je sais que c'était le pouvoir qui a fait cela pour que nous puissions pas avoir beaucoup de gens et qu'ils disent maintenant ce qu'ils sont en train de dire qu'il y a fiasco. En tout cas c'était plein de monde. Il y avait plein de monde. Nous allons y revenir, mais nous allons prendre le tout premier dossier, mesdames et messieurs. Nous allons commencer par cette situation à Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est vrai que les gouvernements et quelques autorités ont commencé à réagir, à présenter leurs condoléances face à cette situation, mais une autre opinion pense que les condoléances, ça ne suffit plus. Il faut que cette situation s'arrête. Alors nous allons prendre la réaction de John Kolela sur cette situation et la réaction de M. Atundu par rapport à cette situation. Mais avant tout cela, il y avait eu ville morte à Béni parce que la population, permettez l'expression, en a marre de compter les morts à chaque fois. Plus d'explications, plus d'informations, s'il vous plaît, Rassis. Toutes les activités à l'arrêt. La population de Béni a observé une journée de deuil après l'attaque des assaillants présumés de l'ADF. Pas d'école, pas des marchés, pas de circulation de mototaxis. Ces habitants pleurent les victimes dont les corps étaient exposés dans la matinée à la morgue de l'hôpital général de Béni. Selon les forces armées de la République démocratique du Congo, 20 personnes ont perdu la vie dans cette attaque parmi les victimes. 5 militaires tombés sur le champ d'honneur, plusieurs blessés mais aussi plusieurs personnes disparues. Ce bilan a été présenté lors de la conférence de presse tenue l'après-midi du samedi 22 septembre dernier. C'est à l'issue de violents affrontements avec les rebelles ougandais des forces démocratiques alliées. À cet effet, le capitaine de FARDC Mac Azukai a affirmé que la ville de Béni a été attaquée par les terroristes dont la structure de commandement était par les Ougandais. Pour rappel, cette attaque avait visé les camps militaires des Kassinga, Kassanga et Kassabignolais, les entités qui ont été secouées par les combats entre soldats et rebelles ougandais de l'ADF. Cependant, le combat contre les terroristes exige le réveil de tout le Congolais, où qu'ils sont, pour empêcher ces derniers de continuer à agir au détriment des Congolais. Notons que l'autorité urbaine de Béni a rassuré la population que des mesures drastiques sont prises pour détruire la base déjà installée près de la ville de Béni. Encore une mort de trop à Béni suite au massacre perpétré par les ADF, dont les bilans provisoires est de 18 morts. John Kolela, député de l'UDPS, exige du gouvernement un éclairci. Ce ne sont pas les premiers 18 morts, mais ce sont les 18 morts de plus. Vous êtes témoin avec moi que plusieurs fois nous avons eu à interpeller le ministre de la Défense devant l'Assemblée nationale. Et durant la session passée, il y avait une autre personne qui a parlé une fois de plus pour qu'il vienne nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Il est vrai qu'on dit qu'il y a des questions top secrets qui ne peuvent pas être divulguées. Mais néanmoins, nous, étant que représentants, il y a certaines questions auxquelles nous avons besoin de réponses. Mais jusqu'aujourd'hui, nous compatissons avec tout ce qui arrive à notre population de l'Est. Et davantage, nous disons qu'il faut que le gouvernement puisse assumer la responsabilité de sa charge. La RDC traverse un moment pénible et même très critique de son histoire, surtout dans sa partie Est, déplore l'élu de l'UDPS. Une crise qui ne devra peut-être dire son dernier mot qu'à l'issue des élections de décembre prochain. John Kolela attend du discours de Joseph Kabila ce mardi à l'ONU des garanties pour un processus électoral apaisé. C'est vrai, c'est le dernier discours du président qui, après avoir géré la République dans les conditions que vous tous vous connaissez, nous savons que la grande question qui nous préoccupe pour le moment, c'est la question électorale. Je pense que le chef de l'État doit dire à la communauté internationale de sorte que les élections, la date d'abord du 23, ne sera jamais bypassée et qu'elle sera respectée. Les élections doivent se tenir sans la machine à voter parce que la machine à voter divise notre société et nous ne pouvons pas accepter qu'après les élections, au lieu que ce soit un moment de pompe, de sourire et de retrouvailles, que ce soit un moment où on va encore verser le sang, où il y aura des contestations. Tout simplement, c'est ça la question qui nous préoccupe. Quant au reste, il n'a plus de promesses à nous faire parce que tout ce qu'il avait fait comme promesse, il ne les a jamais réalisées. Depuis un temps, la question relative à la machine à voter est mise en évidence par les principales formations politiques de l'opposition. Et pourtant, c'est l'unique mode de vote jusque-là
dont dispose la CENI pour le scrutin du 23 décembre prochain. Ce cadre de la majorité présidentielle rassure l'engagement du gouvernement à maintenir la sécurité à Béni. Je note que le gouvernement de la République, le chef de l'État, sont engagés à assurer la paix et la sécurité des populations de toutes les parties de la République, et particulièrement ceux ou celles des zones troublées, du Béni, d'Ituri et n'importe où dans la République. Comment expliquer que la ville de Béni, qui est militarisée, puisse être théâtre de massacre? On répond. Il y a eu dernièrement un attentat en Iran, dans un périmètre très sécurisé pendant des films. C'est pour dire tout simplement que les criminels ne manquent ni d'imagination. L'essentiel, c'est que la volonté du gouvernement et du président de la République soit inébranlable à faire face à toutes les situations. Eh bien, vous aurez remarqué que la ville de Goma, de Béni, comme vous avez dit, est militarisée et que les gens qui viennent y opérer, ils procèdent un peu à la manière de brigands de grand chemin. À noter que cette énième attaque dans ce coin de la capitale intervient à quelques mois des élections, ce qui fait émettre des doutes quant au bon déroulement des scrutins dans cette partie du pays. Maman Soakifone, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière. Vous avez été une personnalité sous la deuxième Mobutu. Et sous Mobutu, il n'y avait pas tout ça, hein, toutes ces incursions à l'est de la République. Comment vous expliquez qu'il y avait cette paix sous Mobutu, qu'aujourd'hui on ne parvient pas à maîtriser la situation? Est-ce que Mobutu était un président exceptionnel, où la personnalité de Mobutu jouait, ou Mobutu était vraiment un leader respecté en Afrique centrale, Madame Souki? C'est vraiment une situation incompréhensible. Nous venons de suivre là que la ville a été attaquée, que le porte-parole du gouvernement rassure, essaie de rassurer. Oui, le porte-parole de la majorité présidentielle. Oui. Le porte-parole de la majorité présidentielle essaie de dire que le gouvernement et le président de la République ont pris des engagements, mais ce sont des engagements qui ne font que répéter. Mais on ne voit rien. Depuis que cette affaire a commencé, ces tueries, ça ne fait que se répète. Et jusque-là, on ne voit pas le bout du tunnel. On ne comprend vraiment pas. Faut-il dire que croire à ce que Mobutu disait, après moi, c'est le chaos, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc c'est vraiment une situation incompréhensible qu'une population continue à rester dans cet état-là, où il y a tout le temps des tueries, des viols, ainsi de suite. Mais comment on ne vivait pas ça? J'aime bien comprendre, comment on ne vivait pas ça sous Mobutu? Qu'est-ce qui se passait sous Mobutu? Nous, on était peut-être de gamins, j'aimerais bien, vous avez été vraiment dans les sièges de pouvoir à l'époque, si je ne me trompe pas. Comment expliquer cette accalmie sous Mobutu? Moi, je pense que tout ce qui se passe dans notre pays est un plan pour déstabiliser le pays. C'est vraiment un plan qui a été préparé quelque part, parce que on ne peut pas comprendre qu'on continue. À l'Est, le président de la République actuelle a promis de sécuriser l'être, de mettre la paix. Ça fait 17 ans qu'il est là. Ça continue. Et surtout à Béni, particulièrement à Béni et à Goma. Donc, il y a un plan qui a été concocté Vous pour... croyez à ce complot-là? Moi, je crois à ce complot-là. Et si on n'y fait pas attention, on risque de voir partir une partie du pays. Parce que ce sont des armées extérieures d'autres pays. Au lieu de créer la guerre dans leur pays, ils viennent dans notre pays. Mais pourquoi? Ces ADF existent-ils? Il y a une certaine opinion qui pense que ce n'est qu'une fiction. Ces ADF n'existent pas. Parce qu'on ne comprend pas. Ils disent, Atondo l'a dit, bon, ça s'est fait ailleurs. Il a donné l'exemple de l'Iran. Ce sont des terroristes. Vous parlez à la thèse que ces ADF-là sont des terroristes, ou l'ADF est une illusion, c'est quelque chose de créé de toutes parts. Ces ADF n'existent pas. On finirait par croire que ces ADF n'existent pas. Mais s'ils n'existent pas, et qui crée tous ces désordres? Qui est en train de tuer? La population elle-même.
Moi, je pense qu'il y a une force qui existe parce qu'on nous parle de plus ou moins 17 forces armées qui sont installées à Beni. Mais comment on n'arrive pas à mettre ces gens dehors? Ce sont des terroristes. Et Donc, dire... ils font une guerre asymétrique, Madame Soki. Donc, ce n'est pas une guerre classique. Ce sont des terroristes qui arrivent dans une ville, qui pillent, ils pillent, ils tuent, ils violent, et ils rentrent dans la forêt où ils se cachent. Donc, c'est difficile pour notre armée de les maîtriser. Et pourquoi est-ce que la communauté internationale nous laisse aussi dans cette situation-là? Nous connaissons aujourd'hui les terroristes à travers le monde, dans d'autres pays. Tout ça. Oui, mais on arrive... Donc vous avez l'impression, madame, que la communauté internationale nous abandonne, on ne nous soutient pas comme au Nigeria par rapport au Boko Haram ou par oui, rapport moi je peux le dire, mais pourquoi ça doit continuer? On n'est pas soutenu. On a même la MONUSCO sur place. Mais qu'est-ce qui fait que ces militaires, ces gens-là continuent? Et ils ne sont pas traqués. On n'arrive pas vraiment à les freiner quelque part dans la forêt pour qu'ils n'entrent pas. Vous êtes pour le départ de la MONUSCO comme le veut le chef de l'État cette Non, fois-ci? non, pas du tout. Je veux plutôt qu'ils fassent leur travail comme il faut. C'est peut-être ce que nous oublions, madame. Quel est le rôle de la MONUSCO? Ils ont des prérogatives peut-être restreintes. C'est d'abord à notre armée de faire son travail. La MONUSCO ne viendra qu'en soutien. On ne peut pas laisser notre pays aux mains de la MONUSCO. Oui, oui. La MONUSCO est venue là-bas et là pour nous appuyer. Qu'est-ce qu'il fait jusque-là? Qu'est-ce qu'elle fait, pardon? Pourquoi on continue à avoir cette situation? Est-ce que les richesses minières... C'est comme si c'est entretenu. Madame, ne sont pas une raison de ces incursions à chaque fois dans l'Est de la République? Si, c'est une des raisons. C'est une des raisons. On veut tuer la population, vider la population pour s'accaparer de ces terres-là et commencer à exploiter. Parce qu'avec la présence de la population autochtone, on trouve que c'est peut-être un frein, alors il faut les éliminer. Il y a aussi d'autres théories de complot qui pensent que nous sommes en train de vider, remplacés par des étrangers. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que c'est une vérité ou c'est encore un mythe, une fiction que les Congolais inventent? Que ces territoires sont vidés de leur population autochtone? Bon, c'est ce qui se raconte. Hein. Moi, je n'ai pas de preuves pour dire que c'est vraiment ça, mais c'est ce qui se raconte. Et plus que ça continue, on peut arriver à y croire. La position du gouvernement, madame, ce silence assourdissant du gouvernement, comment vous expliquez que le gouvernement n'en parle pas? Même la chaîne officielle n'en parle pas. Comment le gouvernement ne prend ne parle aucune pas? disposition. Exactement. Comment vous expliquez quand même, ça? Non, c'est incompréhensible, madame. Le gouvernement, il y a eu ces gens qui ont été tués, il n'y a même pas un programme de deuil national ou quoi, même des messages de condolation, il n'y a rien du tout, on n'en parle pas, c'est vraiment le silence radio. Qui est député national, qui a dit à chaque fois qu'on veut interpeller le ministre de la secret défense, tout ça. Donc pour vous, c'est aussi l'échec de nos parlementaires par rapport à cette question. Ben, c'est ça, pas seulement les parlementaires, mais de ceux qui empêchent. C'est le bureau du Parlement, le président du Parlement, parce que c'est souvent les autorités du Parlement, le bureau qui empêche à ce que même l'émotion peut se passer. Oui, c'est ça. Nous allons aller aux États-Unis. Et la majorité elle-même. Et la majorité elle-même qui bloque la machine. Nous allons aller aux États-Unis, mesdames et messieurs. Vous savez que le chef de l'État a prononcé son dernier discours à la tribune des Nations Unies. Et notre rédaction, comme à l'accoutumée, a essayé de réfléchir par rapport à ce dernier discours du président Joseph Kabila. Madame la Présidente, nous ne saurons pas faire que de l'ONU une organisation pour tous si l'ingérence caractérisée de certains gouvernements dans les affaires relevant sans aucun doute de la politique intérieure des États en violation des règles qui la régissent est dangereusement tolérée, sinon banalisée. Voilà qui explique la position de mon pays de dénoncer et de s'opposer à toute ingérence dans le processus électoral en cours et de financer l'entièreté de ce cours opérationnel. Par ailleurs, mon pays exige le retour
aux fondamentaux en matière de démocratie et de droits de l'homme, un des sujets à la base de la diplomatie à géométrie variable, instrumentalisée à outrance par certains pour affaiblir sciemment des pays qui ont pourtant décidé de se tourner résolument vers le progrès. La République démocratique du Congo, quoique vieille seulement de 58 ans d'âge et d'une quinzaine d'années de démocratie, est fière aujourd'hui de partager son expérience en la matière, tant au sein des droits de l'homme dont il est membre, que dans d'autres forats régionaux et internationaux. Et ce, en toute humilité, mais sans complexe, ayant présent à l'esprit que le chemin à parcourir reste encore grand. Dans son speech du haut de la tribune de la 73e session ordinaire de l'Assemblée des Nations Unies, le chef de l'État Joseph Kabila a saisi l'opportunité pour rendre hommage à l'ancien secrétaire général de l'ONU, fils du continent africain, Kofi Annan, décédé en août dernier. Il a pour ce faire épinglé l'ingérence caractérisée de certains gouvernements dans les affaires intérieure des États en violation de règles qui régissent l'Organisation des Nations Unies. Très attendu sur la question des organisations des élections en RDC, Joseph Kabila a fixé une bonne fois pour toute son auditoire sur l'irréversibilité des élections générales programmées pour le 23 décembre prochain. Ensuite, le chef de l'État a réitéré sa demande de voir le casque bleu amorcer leur retrait définitif du territoire congolais au regard de leurs résultats mitigé. À en croire le chef de l'État congolais, les défis de la sécurité restent cependant entiers dans la région du Nord-Est à cause de la persistance des activités terroristes qui n'ont pas endeuillé seulement les territoires de Béni le 23 septembre dernier, mais aussi d'autres pays de la région. Sur le plan politique, Joseph Kabila a salué les efforts fournis par la politique traduit à travers un consensus électoral avec pour objectif ultime l'organisation des élections. Il a soutenu que tout sera mis en œuvre afin de garantir le caractère apaisé et crédible des scrutins, gage de la consolidation de la stabilité politique et économique dont la RDC a tant besoin pour son émergence. Au finish, le chef de l'État congolais a exigé le retour aux fondamentaux en matière de démocratie et des droits de l'homme, un des sujets à la base de la diplomatie à géométrie variable, instrumentalisée à outrance par certains pour affaiblir sciemment deux pays qui ont pourtant décidé de se tourner résolument vers le progrès. Joseph Kabila a aussi assuré que la République démocratique du Congo se tiendra toujours au côté de l'Organisation des Nations Unies aussi longtemps que celle-ci restera elle-même à côté de la RDC parce qu'elle incarne l'aboutissement le plus concret des efforts de tous pour la paix et le bien-être de la planète. Merci Léonie Kabengele pour ce décortiquage du discours du chef de l'État. Plusieurs points ont été en tout cas cités, l'ingérence des États, l'irréversibilité des élections, le retrait de la MONUSCO, les consensus par rapport au processus électoral, les retours des fondamentaux par rapport aux droits de l'homme. Madame Soki, nous prenons point par point, nous allons débattre par rapport à l'ingérence des États ou de la communauté internationale dans notre pays. Le chef de l'État l'a dit, c'est assez, trop d'ingérence dans nos affaires internes. Vous partagez cet avis. D'ailleurs, on dit d'ailleurs, permettez la tautologie, on dit d'ailleurs que l'opposition est toujours derrière les chancelleries, en train de chercher à salir l'image du pays. Vous êtes toujours derrière les ambassades et tout ça. Quel est votre point de vue par rapport à cette question, madame? Moi, je ne pense pas qu'il y a ingérence dans le mauvais sens. Nous sommes aujourd'hui dans le monde, on est un. C'est-à-dire ce qui se fait dans un pays intéresse les voisins. Et impacte... Oui, et peut avoir des conséquences dans leur vécu quotidien.
Et c'est pour cela que le monde, si je dois encore le répéter, s'est organisé avec des organisations qui regroupent les pays pour se défendre, pour s'entendre dans tel domaine et coiffé au-dessus par l'Organisation des Nations Unies. Et c'est ce qui fait que chacun ne doit pas rester en vase clos lui-même. Il doit voir aussi ce qui se passe chez les autres. Et si les autres peuvent intervenir dans le cadre de ces associations, de ces organisations internationales, pour calmer la situation dans notre pays. Macron l'a d'ailleurs précisé, hein, dans et ses pourquoi sommets, pas on le ferait si de s'ingérer quand ça ne va pas dans un pays. Oui. Si l'opposition est en train de voir par-ci par-là, de faire l'exercice de la diplomatie, mais c'est justement pour trouver des solutions. Lorsqu'on arrive à des situations inexplicables dans un pays, oui, on peut essayer d'associer les autres. Dans ces cas-là, un citoyen qui doit être refoulé de son pays, dont on ne veut pas, dont on ne veut pas qu'il rentre dans son pays. Est-ce qu'une situation de ce genre, on peut se taire? On ne peut pas essayer de contacter d'autres pays pour qu'ils essaient de voir la situation. Est-ce que c'est vraiment normal? Quelqu'un qui vient de rentrer dans son pays, on lui refuse cela. D'ailleurs, les à côté de ce sommet, vous devez savoir aussi que le chef de l'État a reçu pendant de longues minutes le Premier ministre belge. Hein. On a parté aux Nations Unies. Nous allons parler de l'irréversibilité des élections. Le chef de l'État l'a dit. Oui. On aura les élections cette année, que vous le voulez ou pas, avec la machine à voter, la Dinanga. Quelle sera la position ou quelle est la position par rapport l'opposition à cette est d'accord. Nous l'avons encore répété cet après-midi, les leaders l'ont répété. Nous sommes d'accord d'aller aux élections le 23 décembre de cette année. Mais à condition que ce soit des bonnes élections, dans la transparence et sans la machine à voter. Parce que nous savons que cette machine est une machine à tricher. Nous voulons aller aux élections, mais pas avec la machine à voler. Vous n'allez pas retarder les élections, Madame Soki. Pas avec les 10 millions mais si vous ne voulez pas de cette machine, ce n'est pas une façon aussi de retarder encore ce processus électoral. Nous allons encore glisser vers 2019 sans élection. Vous voulez quoi? Transition à Kabila ou comment ça va se passer? Si on va glisser, c'est justement le pouvoir qui veut qu'on glisse. Parce que c'est depuis longtemps qu'on commence à réclamer ce problème de machine. Il y a d'autres organisations qui réclament. Il y a les évêques, il y a CLC. Et ils ne font pas attention à cela. Ils font la sourde oreille. Et pourtant, le président de la République a parlé là-bas du consensus électoral. Il n'y a pas eu consensus jusque-là. Il n'y a pas consensus. La machine à voter n'est pas prévue dans la loi électorale pour ces élections. Si, pour les élections futures, il est prévu qu'on puisse faire appel à des modes électroniques, mais pas pour cette fois-ci. Mais pourquoi on s'entête à cela? Depuis longtemps que l'opposition ne fait que réclamer pour qu'on retire cette machine, on ne fait pas entendre de cela. Est-ce qu'on n'avait pas écouté Nanga quand il a dit, quand il a donné ses raisons, le coût et tout ça, le temps? Est-ce que vous avez, vous personnellement, Madame Soki, est-ce que vous avez expérimenté cette machine? Est-ce que vous avez, parce qu'on a déposé ces machines par-ci par-là aux aéroports, vous-même expérimenté cette machine? Bon, moi je ne l'ai pas encore expérimenté, mais je suis tout ce qui s'est dit. Je vois tout ce qui s'est dit. Et nous avons eu un groupe d'experts qui sont venus ici, oui, qui m'ont donné, avec leur rapport, ça me force encore à ne pas croire à cela. On a fait plus ou moins 15 recommandations. Est-ce que nous sommes sûrs que la CENI va tenir compte de ces recommandations, qu'il va enlever les signes, qu'il va faire ceci ou cela? Nous sommes sûrs. Qui va vérifier cela? D'abord, l'équipe est venue ici en catimini. Qui savait qu'il y avait une équipe qui a signé un contrat avec eux pour certifier? Les Coréens. Ce n'est même pas certifié, ce n'est même pas une certification, parce qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas venus pour certifier la machine. Ils sont venus pour analyser le fonctionnement de la machine. Et ils ont donné des recommandations pour peut-être améliorer le fonctionnement de cette machine-là, mais ils ne certifient pas. Ils ne disent pas que c'est bon, il faut le prendre, ou ce n'est pas bon, il ne faut pas le prendre. Donc, devant une situation de ce genre, s'ils pouvaient au moins nous dire, oui, nous avons vu que vraiment tout va bien et qu'on sort, ça nous calmerait. Et vous savez que d'autres pays qui ont eu à le faire sont en train de décourager, et la Corée même.
est contre l'utilisation de ces machines. Alors pourquoi voulez-vous que l'opposition accepte cela? Et s'il arrivait, madame, politique fiction, s'il arrivait que Nanga y tient, puisqu'il a dit en tout cas, il y tient mordicus à ces machines, est-ce que vous allez boycotter les élections le 23 décembre? Bon, moi, je ne peux pas vous répondre à cette question, parce que ça vienne de l'organisation de l'opposition. Nous avons dit ensemble que nous formons une organisation de l'opposition, une unité de l'opposition. Donc c'est vraiment pour dire devant la population que l'opposition, avec ses 7 leaders, se sont engagés pour unir leurs forces. Donc nous allons voir ce que les 7 leaders vont décider et nous allons les suivre. Retour des fondamentaux par rapport aux droits de l'homme. Madame, le droit de l'homme en République démocratique du Congo, la majorité dit le droit de l'homme est respecté, les journalistes parlent librement, les gens circulent partout et tout ça. Pour vous, votre position par rapport aux droits de l'homme en République démocratique du Congo? Non, moi je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Et peut-être qu'on a un peu avancé. Parce que quand vous dites que les gens parlent librement, qu'il y a des libertés fondamentales, tout ça, mais c'est à un certain degré. Parce que la chaîne publique, par exemple, n'est pas là pour tout le monde. C'est réservé. Vous partagez le point de vue de Seth Kikouni qui a dit qu'on doit carrément vendre cette chaîne? Il est allé jusqu'aux extrêmes, qu'on vende carrément la RTNC? Non, on ne peut pas le vendre, il faut bien le gérer. Il faut que ça soit une chaîne pour tout le monde. C'est une chaîne pour le PPRD, pour le FCC, et pour eux, tout passe. Et quand vous suivez à 100%, c'est pour leurs informations. Mais tout ce qui concerne, par exemple, l'opposition, tout ce qui concerne ceux qui ne veulent pas, pourtant, vous pouvez avoir des informations très... On n'en parle pas, et vous trouvez ça normal. Je ne sais plus si j'ai quel exemple à donner, mais il n'y a pas longtemps, là, il y a eu une situation très grave, mais on n'a pas parlé. Donc, même pour Béni, la RTNC n'a pas fait allusion à ça pendant un certain temps. Je ne sais pas s'ils ont rectifié le tir par rapport à ça. Lorsque les gens veulent se réunir, tantôt on accepte, aujourd'hui on a accepté, mais qu'est-ce qu'on a fait à côté? On empêche au bus, on demande au bus de ne pas circuler. Au Katanga, vous avez vu plusieurs fois dans des chaînes privées, avec ses membres, quand ils veulent tenir une réunion, on empêche à Kyungu d'arriver jusqu'au lieu. Est-ce que c'est ça la liberté? Nous allons prendre le point de presse, mesdames et messieurs du CLC. Le CLC, pour une certaine opinion, n'est que la prolongation de l'opposition. Nous allons poser la question à Mme Sokifoni. Le PPRD contre le boycott de la machine à voter. Le PPRD tient aussi à ce qu'on puisse utiliser cette machine et la réunion extraordinaire entre la CENI, les regroupements politiques et les partis politiques. Cette réunion extraordinaire intervient 6 jours après la publication des listes définitives des candidats retenus pour les scrutins de décembre prochain, conformément au calendrier électoral. Corneille Nanga, président de la centrale électorale, revient ici sur le bien fondé de cette réunion. Techniquement, la CENI est prête pour aller aux élections le 23. Il y a des défis qui restent à relever, mais nous avons la formation qui a entamé, qui est lancée avec l'identification et le recrutement des agents, le repérage des bureaux de vote. Nous avons la sensibilisation qui doit continuer surtout sur la technologie électorale. Mais tout cela, techniquement étant prêt, nous disons le 23, il y aura les élections. S'il y a d'autres considérations politiques qui ne concernent pas la CENI, ça n'engage que les politiciens. Et si nous avons clôturé en leur donnant, en leur parlant plus ou moins de comment ça fonctionne lorsqu'on joue les matchs de football. Si les deux équipes sont là le 23, nous allons aller aux élections. S'il y a des gens qui se retirent parce qu'ils ne veulent pas y aller, nous dirons qu'il y a forfait. Mais si les deux équipes se mettent ensemble politiquement pour dire qu'ils ne sont pas prêts pour le 23, c'est à eux de le dire et ce n'est pas à notre niveau d'en décider. Mais pour ce qui nous concerne, le 23 décembre, nous allons avoir les élections et nous espérons que tout le monde va participer comme
ils se sont impliqués jusqu'à présent. Pour Corneille Nangas, ce qui reste à faire dans ces processus, c'est l'accréditation des observateurs nationaux et internationaux, des journalistes, également des témoins des partis politiques pour la bonne surveillance des élections. La CENI dit rester ouverte sur toutes les questions, surtout autour de la machine à voter et les fichiers électoraux. Elle appelle à la mobilisation de tous pour en finir avec les élections afin de passer au développement du pays. Technique de l'impression. Pour le comité laïque de coordination, les élections du 23 décembre doivent s'organiser sans la machine à voter. Malgré les explications et les assurances de la CENI, l'outil n'inspire pas toujours confiance aux laïcs. Le CLC entend lancer une campagne dans les prochains jours contre cette machine, mais également pour des élections crédibles. Ceci passe l'électoral, expliquent les laïcs catholiques. Le CLC fait le constat qu'il est encore temps pour la CENI, primo, de rendre public les noms de près de 6 millions d'inscrits, soit les 16,6% des effectifs sans empreinte digitale, et de les isoler du fichier électoral. Segundo, d'assurer le nettoyage du fichier électoral par la mise à disposition préalable de l'ensemble des données de ce fichier et son dépouillement de tous les cas indésirables, y compris celui des 498 345 enrôlés qui n'auront pas l'âge de voter, c'est-à-dire 18 ans, le 23 décembre 2018. Tertio, d'abandonner définitivement le recours à la machine à voter non prévu par la loi et dans le calendrier électoral et dont l'achat constitue un véritable détournement de fonds punissable par la loi. Le comité laïque provient. Si ces conditions ne sont pas réunies, la CENI se retrouvera en face de lui, mais aussi de la population. Plus rien ne devra arrêter l'engagement de jeunes du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie à doter le pays de nouvelles institutions conformément à la loi fondamentale, à l'issue bien entendu des élections du 23 décembre. Ce samedi 22 septembre a eu lieu l'installation des comités provinciaux et communaux pour le district de la Lukunga par le président national de la Ligue de jeunes du PPRD. Comme il y a président et parti Joseph Kabila Kabange, ma combo la secrétaire permanent à Bisso à parti et candidat Emmanuel Chadari, ma PCE Benele Oyo, Batele Yango, Mema Bilengenya Salukunga, ma pinga Solo Simara Joseph Kabila Kabange, Nassima et Emmanuel Chadari pour gagner l'élection. L'occasion était pour le secrétaire permanent adjoint du parti d'appeler les lieutenants de Joseph Kabila à rester vigilants face aux menaces de boycott de la machine à voter. La date, il y a le 23 décembre, la période et Kosala, Pona, Kosala na ba bureau de vote, Oyo Seigneur Zako Fungola Mikololo. Boko Vanda Kuna, Boko surveiller ba candidat, ya Bino, ya ba commune, il y a ma quartier, ma candidat député nationaux, candidat député provinciaux, Tina candidat Nabino, Nabiba candidat Nabino trop présidentiel, candidat Nabino Moko, comment on a dit? Président du district et président communaux ont reçu des autorités du PPRD les emblèmes du parti, un kit constitué du drapeau, képi et statue. C'est donc un pari gagné pour le patron de la Ligue de jeunes, Pépélé, après s'être rassuré d'un soutien aussi remarquable de jeunes de Lukunga à la candidature d'Emmanuel Ramazani Chadari. Madame Soki, moi j'aime bien le retour dans l'histoire, parce que l'histoire c'est comme un rétroviseur, ça nous permet d'avoir une idée. Comment ça se passait les élections? Parce que je sais qu'en les années 1980, vous avez été candidate à la députation. C'était à l'époque conseil législatif. Oui. Comment ça se passait à l'époque? Pas de machine à voter, pas de CENI, comment c'était?
Bon, là, c'était le ministère de l'Intérieur qui a organisé les élections. C'est pour cela que lorsqu'il y a eu Sun City ou d'autres forums, on a décidé à ce que ça ne soit plus le gouvernement qui organise les élections. Parce qu'il y avait peut-être plus de tentatives de tricherie peut-être, parce que le gouvernement qui organise les élections doit vouloir réussir lui-même, rester en place. Surtout maintenant avec les différents partis politiques. Là, c'était encore le même parti, un père parti-État. Mais à la longue, on a trouvé qu'il ne fallait pas qu'on continue dans ce sens-là, surtout avec la démocratie où il y avait plusieurs partis. Donc les élections à l'époque, c'était un seul parti, le comité central, qui recevait les candidatures, qui écartait les candidatures jugées non valables. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui par la CENI et la Cour suprême ou constitutionnelle. Et il y a aussi le bourrage des urnes qui peut se faire à l'intérieur du pays, dans des coins reculés. On peut assister à des bourrages des urnes, surtout lorsque les bulletins restent. Vous avez beaucoup de bulletins à la fin de la journée. S'il n'y a pas de témoins, les membres de ces bureaux de vote, ils sont peut-être disons motivés par un candidat, ils peuvent remplir tous les bulletins qui restent en son nom. Et puis, donc des tricheries de ce genre-là pouvaient aussi exister. Donc, de toutes les façons, les élections de partout dans le monde, il y a toujours un petit pourcentage de tricherie. Hein. Ça, c'est difficile. Les vraiment. élections parfaites à 100% n'existent pas. Peut-être les élections électroniques où dès qu'on appuie... là aussi, ça a beaucoup de problèmes. On se rappelle aux États-Unis sous Al Gore, comment ça s'est passé. On a dû recompter manuellement les voix avec Bush. Mais vous avez suivi le président Corneille Nangaa. Techniquement, pour lui, la CENI est prête pour les élections le 23 décembre. Mais s'il y a quelque chose, c'est par rapport aux considérations politiques. Et vous avez suivi Papi Pungu qui a dit, eux, ils ne sont pas pour le boycott, ils sont là pour pousser les gens à aller voter. Mais vous allez peut-être vers le boycott. Alors, bon, nous n'allons pas boycotter parce que nous n'allons pas boycotter. La faute sera à vous, politiques, s'il n'y a pas les élections le 23 décembre. Nous ne pouvons pas boycotter parce que boycotter, c'est dire donner l'occasion à l'autre camp de gagner. Parce que eux, ils vont dire, ben, ceux qu'on a votés là, ils passent. Et nous resterons de continuer avec ces systèmes. Et dans la situation actuelle où la population s'est vraiment appauvrie, nous allons continuer avec la souffrance du peuple. Nous ne voulons pas de ça en tout cas. Nous devons aller aux élections, mais nous devons arriver à faire comprendre, à faire changer la CENI pour les deux points qui restent. Le nettoyage des fichiers électoraux et la machine à voter. Le CLC l'a dit, d'ailleurs c'est la question. Est-ce que le CLC est l'appendice de l'opposition? Puisque les gens ne comprennent pas les mêmes positions que prend le CLC, c'est les mêmes positions que prend ben, c'est parce que c'est la vérité. Quand quelque chose est vrai, mais tout le monde doit le voir dans ce sens-là, lorsque quelque chose est mauvais, vous voulez que certaines personnes aillent dans le mauvais. Eux ne sont pas des politiciens, ils sont dans la société civile. Mais ils voient la situation de ces pays. Ils voient que lorsque nous utilisons, si nous devons utiliser la machine à voter, et avec les personnes là qui sont sans empreinte digitale, ben ce sera pour favoriser ceux qui ont intérêt à ce que ces personnes qui ont sans empreinte soient là. 10 millions de voix, c'est favoriser certainement un camp. Est-ce que l'opposition est prête aussi pour les élections? Parce qu'à un moment, on dit que l'opposition est toujours prête pour les revendications, tout ça. Nangaa dit, il reste l'accréditation des témoins par rapport à ces élections. Est-ce que l'opposition a déjà préparé les votes dans toute l'étendue de la RDC? Est-ce que vous êtes capable de mettre des témoins partout? L'UNADEF est capable de mettre des témoins partout, dans tous les bureaux. Bon, nous allons mettre des témoins là où nous avons des candidats. Ce n'est pas partout en RDC, l'UNADEF non? Non, pour le moment. Vous avez fait une coalition par rapport... Oui, nous avons fait une coalition dans le cadre d'ensemble. Et nous avons... L'ensemble est capable d'avoir des témoins dans toute l'étendue de la RDC? C'est possible, partout où nous avons des candidats, d'avoir des témoins. Mais c'est un problème de moyens. Vous voyez, si vous nous reprochez toujours des choses, mais les partis qui sont au pouvoir, et ils utilisent aussi les fonctionnaires ou disons les agents de l'État qui sont là. Ils ont tendance à les utiliser, ils sont sur place. C'est eux qui les utilisent. D'abord, tous les gouverneurs
sont membres du FCC. Ils sont obligés. On voit les communiquer pour accueillir Chadari et tout ça. Ils utilisent les moyens de l'État. Oui, ils utilisent les moyens de l'État. Ils sont là, donc ils ont la facilité d'avoir des témoins partout, pendant que nous devons le faire par nos propres moyens. Donc, vous voyez cette difficulté-là. Mais la loi électorale, quand même, dit qu'on doit vous soutenir, on doit subventionner les partis politiques qui sont retenus pour les élections. Ça ne se fait pas? Non, ça ne se fait pas. Pas du tout? Non, pas du tout. C'est quand même bizarre, mais bon, c'est la République démocratique du Congo. Nous allons prendre maintenant les projets de société, comme vous le savez, hein, les candidats présidents de la République commencent déjà à présenter, chacun présente son projet de société. Nous avons suivi, moi j'ai suivi personnellement Mouzito qui a dit peut-être qu'ils vont essayer d'avoir un projet commun. Nous allons poser la question tout à l'heure par rapport au meeting, mais nous allons suivre d'abord le projet de société de Freddy Matungulu et le projet de société de Vital Kamerhe. Pour un coût de 74 milliards de dollars américains, Freddy Matungulu pourrait réaliser son projet de société du quinquennat 2019-2023 en raison des 14 milliards,8 millions par an. Le candidat Freddy Matungulu est convaincu que le peuple congolais jettera certes son dévolu sur lui à cause de preuves qu'il a déjà données à la nation. Vous promettent mains et mauvais. Vous disent quand je serai là, je ferai la bonne gouvernance. Voilà la première catégorie à la gestion de l'État et on volait systématiquement les deniers publics. Et tout le monde le sait. Et ils sont maintenant en train de se préparer pour revenir, semble-t-il, pour faire mieux. Voilà la deux candidats. Et de travailler pour la nation. Et vous les connaissez. Je suis de cette catégorie des candidats. Matungulu a été ministre des Finances dans ce pays, au moment où on n'avait pas de chaîne de dépenses. Il suffisait que je signe un chèque pour que vous puissiez être payé à la Banque centrale sans contrôle. Et je n'ai pas touché aux deniers de l'État. Et ça, c'est important. Le candidat président est conscient que le projet de société n'est qu'à titre indicatif. Je souhaite rappeler que le projet de société n'est pas une fin en soi. Il n'est qu'un exposé plus ou moins réaliste du souhaité. Le projet de société ne devient réalité tangible que quand il est bien exécuté. Quand il passe de la phase de litanie de promesses à celle de chapelet de réalisation concrète. Le discours a été beau à entendre. Reste deux choses, la décision finale du votant et la traduction en œuvre concrète des promesses faites. Les routes que nous avons conçues sont des routes qui vont faire en sorte que nous puissions faire l'intégration non seulement nationale, régionale, et ça va favoriser l'intégration africaine. Vital Kamerhe, candidat président numéro 21 sur la liste de la CENI, le président national de l'UNC a enfin dévoilé son plan d'action quinquennal pour le développement de la RDC. On continue sur les sentiers battus, et c'est tout à fait normal, puisque c'est la psychose qui faisait que les gens critiquent. Il fallait chercher d'autres mesures incitatives pour ramener les gens au travail de la terre, valoriser l'agriculture. Et ça, nous allons le faire. Un projet estimé en termes de coût à 114 milliards de dollars américains, assis sur 20 piliers principaux reprenant les différents secteurs ciblés par Vital Kamerhe. Mon programme, ce n'est pas seulement un discours, mais c'est un programme chiffré avec des actions et nous avons montré exactement d'où va provenir les moyens pour organiser ces actions. J'ai voulu tabler sur des indicateurs faciles à atteindre, mais je sais que j'irai au-delà. C'est pour ne pas être démagogue une fois de plus comme les politiciens de la vieille garde. Donc nous devons apprendre à dire maintenant la vérité à la population. Et là, je vous ai dit facilement que les secteurs qui nous préoccupent sont 20. Mais parmi les 20, il y a des priorités. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer faire l'agriculture sans imposer un nouveau leadership rassembleur visionnaire. Une main de fer dans un gage de velours, sanctionné. Le président de l'UNC promet
l'effectivité de la refondation de l'État aussitôt élu président de la République. Nous devons réhabiliter l'État dans toutes ses fonctions régaliennes. L'armée, la justice, la police, l'administration publique. Et une politique des affaires étrangères et de développement. Des ambassadeurs et des diplomates qui vont voir de la vraie image du pays. L'on a noté à cette cérémonie de présentation du président de l'UNC la présence de plusieurs personnalités politiques et diplomatiques. Madame Soki, je sais que si Moïse Katumbi avait été candidat, il aurait chiffré son projet à 100 milliards de dollars. On le sait. Mais les deux candidats ont chacun estimé leur projet à 74 milliards et à 114 milliards. Cette guerre de chiffres, comment vous l'expliquez? Chacun avec ces chiffres, comment vous expliquez cette guerre de chiffres? C'est parce que à ce projet de société, c'est tout à fait normal. On ne peut pas s'attendre à ce que, par exemple, tout le monde dise que pour moi, c'est 100 milliards, que tout le monde dise, par exemple, 100 milliards. Donc, chacun voit la situation du pays à sa manière et voit aussi les sources de financement de ce programme. Mais de toutes les façons, pour l'opposition qui veut qu'on arrive à l'alternance, il faut nécessairement l'unité. Il faut un seul candidat, un candidat unique. Un candidat unique ou un projet unique? Et pour y arriver, justement pour y arriver, ils vont d'abord s'accorder à avoir un projet unique. On ne peut pas choisir un candidat et qui peut-être après va faire ce qu'il veut, puisque tous seront amenés à soutenir ces candidats-là. Donc ils doivent s'entendre sur le programme. Ce candidat unique, c'est faisable? C'est pas utopique? C'est faisable. Cette fois-ci, c'est faisable. Les autres années... élections, c'est en décembre, donc oui, c'est faisable. Pas que 2 mois. Hein. Oui, mais la campagne électorale va commencer en novembre. Donc nous avons encore tout le mois d'octobre. Pour faire les tractations. Oui, c'est faisable. C'est pas une façon... C'est ça, hein, qui sera Premier ministre, qui sera... Oui, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Comme ça. Hein. Oui, c'est partout comme ça. Même de l'autre côté, vous croyez que tous ceux qui soutiennent, ils l'ont fait pour de beaux yeux, ils savent qu'ils seront là-dedans. Ils seront dans la chaise. Tous ces 7, disons, candidats, parce qu'on prend tout le monde, même ceux qui n'ont pas été retenus, ils ont le devoir de soutenir les autres, de les aider à ce que... Comme la présence de Mozito aujourd'hui, il n'a pas été retenu candidat, mais il était là pour vous soutenir. Mozito était là, Katumbi a parlé, nous a parlé, Jean-Pierre Bemba qui n'était pas là aussi a parlé à la population. C'est pour dire que tout le monde va intervenir pour que nous ayons un candidat unique et c'est la demande pressante aussi de la population. Madame, la population qui a été là a crié que nous ne voulons pas être déçus. Ne nous décevez pas, nous voulons un candidat unique. Donc, c'est ça que nous attendons de vous. Madame, regardez cette population droit dans les yeux. Sûr, moi je ne mâche pas mes noms, je ne tourne pas autour du pot. Sûr que cette fois-ci, on aura un candidat unique face à Chadari, dans l'opposition. On aura un candidat unique en tout cas parce que, et la population, tant les leaders qui étaient là, les 7 leaders, peut-être ceux qui ne sont pas, parce qu'il y a 21 candidats, ceux qui ne sont pas parmi les 7 leaders vont continuer à faire leurs affaires. Mais pour les 7 leaders qui sont là, qui se sont unis, en tout cas, ils vont arriver à la candidature unique. Plus de guerre, plus la guerre des égos, parce qu'on parle souvent des égos surdimensionnés de nos politiques. Cette fois-ci, ils ont mis leurs égos de côté. Cette fois-ci, ils ont mis de côté et ça a été dit. Il y a même Félix Tshisekedi qui a dit à la population que parfois c'est vous qui nous poussez à rester nous-mêmes. Parce que vous nous dites, ah non, pourquoi vous voulez soutenir celui-là, mais vous-même aussi, vous pouvez faire... Non, cette fois-ci, nous n'allons pas accepter. C'est oui, parce que ça existe. Vous voyez, cette pression-là, il y a eu à un certain moment, même les militants de l'UDPS ne voulaient pas que Félix soit avec Moïse. Ils trouvaient toujours, mais pourquoi il est avec celui-là et tout ça? Alors, en politique, il faut fédérer ses efforts, surtout dans la situation actuelle. S'il y avait 2 tours, on allait comprendre que chacun fasse d'abord ses propres efforts, de voir quel pourcentage il va avoir. Mais il n'y a qu'un seul tour. Nous n'avons pas de choix. Si nous voulons un changement
dans ce pays, si nous voulons l'alternance, nous devons accepter tout le monde, que ce soit ces combattants, ces militants, ces combattants qui sont là pour faire pression aussi à leur leader. Ils doivent accepter, si ce n'est pas leur leader, mais ils doivent faire confiance à leur leader parce qu'il va imposer aussi sa façon de voir pour que tout le monde soit satisfait. Donc c'est ça. Nous allons d'ailleurs parler de ce meeting qui a eu lieu aujourd'hui, de l'UDPS par rapport à ce meeting, la sensibilisation et la situation sécuritaire. Tout a été dit lors de ce meeting. Rassis, s'il vous plaît. Aujourd'hui, pour que le peuple congolais comprenne que désormais, pour négocier le virage qui est devant nous, celui du 23 décembre, l'opposition congolaise est unie. Et qu'avec cette unité, nous allons vaincre, n'est-ce pas, le candidat du FCC pour faire disparaître ce régime et enfin offrir des lendemains meilleurs au peuple. La mobilisation est au zénith, aux anges, que nous allons déborder jusqu'à l'au-delà du boulevard triomphal lui-même. Madame, j'y reviens. Beaucoup a été dit, les images et tout ça. On a même vu nos reporters qui étaient sur le terrain. Jean-Jeff Caleb a dit qu'il y avait même des drones qui sont venus filmer le meeting. D'ailleurs, Jeff Caleb a été catégorique. Le meeting a été un fiasco. Il y a d'autres non, il y avait quand même des gens, mais c'était pas... Tshisekedi, le père, il n'y en a pas deux, il est le seul qui peut faire le plein. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous étiez sur le terrain. Est-ce que ce meeting s'est bien passé? Est-ce qu'il n'y a pas eu bousculade? Est-ce qu'il n'y a pas eu intimidation? Comment ça s'est passé? Relatez-nous un peu comment ça s'est passé. Bon, le meeting s'est bien passé. Le programme devait commencer à 10h. Malheureusement, on a C'est vrai qu'il y avait des sables, je vous interromps un peu. C'est vrai que depuis hier, on a dit qu'on entassait, on mettait du sable, de la saleté pour empêcher. Oui. Il y en avait? Oui, il y en avait. Voilà, cher internaute, j'avais raison de dire qu'il y en avait. Oui, il y en avait. Voilà. Il y avait des sables, il y avait des saletés et tout ça. Mais on a dit, malgré cela, on va être là. Et comme d'un seul côté, on a pu quand même occuper... c'était une partie, c'était vraiment pas tout sur tous les terrains. Mais c'était quand même malheureux qu'on puisse... mettre cela seulement le jour où on sait que l'opposition va se réunir. Tout s'est bien passé, c'était la population devait s'arrêter à 10h et c'est vers 13h que les leaders ont commencé à venir. On soit tous là pour commencer à parler et on a eu à présenter tous les candidats. Quand nous appelons par candidats, nous voyons même ceux qui n'ont pas été retenus. Ils sont toujours pour nous des candidats, même s'ils ne participeront pas. Parce que nous avons tous présenté, tous les 7. Ensuite, on leur a donné la parole. Chacun d'eux a parlé. Il a eu des mots à dire. Et les thèmes, c'était l'unité de l'opposition. Chacun a pu parler autour de l'unité de l'opposition. Chacun à sa manière. Par exemple, M. Mouzi, sur le programme d'action commun, lui, il a vraiment insisté sur cela. Katumbi a insisté sur le rejet catégorique de la machine à voter. Nous ne devons pas accepter cela. Jean-Pierre Bemba Jean-Pierre Bemba a beaucoup aussi parlé parce qu'il a même donné son expérience de la machine à voter. Il a dit que lui, il a vu la machine à voter. Il a fait le constat de ce qu'il a vu au président Corneille Nangaa, qui a promis de faire quelque chose, mais jusque-là, qui n'a jamais rien fait. Il lui a fait voir qu'il y a d'abord la lenteur, parce que chaque personne prend beaucoup de temps, au moins 6 minutes. Et ensuite, il a parlé de tout ce qu'il a constaté. Mais malheureusement, jusque-là, M. Nangaa n'a jamais rien fait. Pourtant, il a promis de faire quelque chose. Et il a insisté aussi sur vraiment l'unité de l'opposition. Nous devons nous réunir, nous sommes tous d'accord, ils sont tous d'accord de choisir un seul et tout le monde va réunir les efforts sur celui-là qui sera choisi. 21 candidats à la présidence de la République, 7 de l'opposition, faisons le calcul. 21 moins 7 racistes, ça nous fait combien s'il vous plaît?
21 moins 7, ça fait 14. Hein. 14 candidats qui restent comme des électrons. Il faut enlever aussi Chadar. Oui, donc 13 candidats en électrons libres. Oui. Est-ce que l'opposition ne fait pas tout son possible pour ramener ces 13 dans son giron? Parce que 13 sur 7, la balance est là. Hein. Il y aura partage, dispersion des voix. Les 13 là, est-ce que vous les approchez? Je crois il y a les Shekomba, il y a les Pungu, il y a Madame Ifoku, il y a les autres qui sont candidats. Est-ce que pour vous, ce sont des petits poissons, entre guillemets? Est-ce que pour vous, vous estimez qu'ils ne pèsent pas, donc on ne peut pas les approcher? Quelle est la politique par rapport à ces 13 autres candidats, madame? Ben, moi, je l'ai déjà dit quelque part à la presse, si ça ne dépendait que de moi, il faut approcher tout le monde. Vous voyez que les FCC ne refusent personne. Vous avez déjà vu les FCC chasser quelqu'un. Ils ne refusent personne, ils prennent tout. Nous aussi, nous avons intérêt à ouvrir notre cercle à tout ce monde-là, pourvu qu'ils ne soient pas des taupes. Parce que parmi eux, moi, je vois du vrai. Vous n'y croyez pas à la neutralité? Quand quelqu'un dit qu'il est indépendant ou neutre, vous n'y croyez pas tellement, madame? Bon, il y a toujours un pas peut-être vers... oui, même... En Europe, quand on parle du centre, vous avez le centre gauche et le centre droit. Oui, donc c'est difficile vraiment d'être tout à fait au centre. Il y a des points appuyer ceux de la gauche, d'autres points ceux de la droite. Bon, il y a des indépendants là-dedans qui se disent indépendants. Mais moi, je pense qu'il y a moyen. Il y a des gens qui sont vraiment de l'opposition parce qu'on ne les a jamais vus depuis un certain temps au pouvoir. Et puis, ils ont même été attaqués, leurs bâtiments... saccagé. Je crois que vous voyez un peu de qui je veux parler. Son bâtiment, son église saccagée, console et tout ça. Je pense que celui-là, il fait... C'est quoi? Parce que dans notre pays, on a l'habitude de croire que chaque fois, ah non, celui-là, il n'est pas de l'opposition. Celui-là, vous voyez même nous, le G7, nous avons eu des difficultés quand nous avons quitté la majorité. Ah non, vous n'êtes pas de l'opposition. Mais qui est de l'opposition? C'est tout celui qui n'est pas au pouvoir. Exactement. Quand vous n'êtes pas au pouvoir, vous êtes où? Vous êtes de l'opposition. Mais si vous êtes de l'opposition et que vous entrez au pouvoir, vous continuez à vous dire opposant. Est-ce que c'est normal? Ceux qui sont dans le gouvernement actuellement, qui sont tentés dans le gouvernement, ne sont plus opposants. Ils continuent à se dire, malgré qu'ils ont signé la charte du FCC, continuent à se dire, nous sommes de l'opposition. C'est quelle opposition? On n'est plus de l'opposition. Ce n'est pas l'opposition. Donc, c'est un peu ça le problème. Pour moi, ça ne dépend que de moi, c'est mon point de vue. Si ça ne dépendait que de moi, il faudrait essayer de rassembler tout le monde. La question capitale d'ailleurs, les gens, un internaute m'a dit de vous poser, madame, quelle a été l'opportunité de ce meeting en fait aujourd'hui? Parce que le processus électoral est déjà enclenché. Quelle était l'opportunité de ce discours? Pourquoi de ce meeting? Pourquoi ce meeting? D'abord, pour conscientiser la population sur l'unité de l'opposition. Ça, c'est très important, puisque l'opposition n'a jamais été unie. Chaque fois, c'est toujours des divisions, et il y a même parfois des gens qui poussent les gens à la division. Lorsque vous poussez les gens à dire non, celui-là n'est pas de l'opposition, il faut les mettre à côté. Mais vous travaillez pour qui? Vous travaillez pour les adversaires, parce qu'eux, ils seraient contents qu'on n'arrive pas à se réunir. Et deuxièmement, c'était pour donner nos précisions sur les élections, que nous voulons aller aux élections, mais nous rejetons la machine à voter. Nous voulons que toute la population rejette la machine à voter et que toute la population aussi rejette cette situation de 10 milliards de personnes sans emploi. 10 millions oui, 10 millions de personnes. Congolais sans oui. emploi. Donc vous prévoyez d'autres meetings comme ça jusqu'à... On prévoit des sanctions, justement, pardon, des actions. On a dit qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura des actions, des marches, tout ce qu'on peut faire, mais pacifiquement. Nous disons toujours pacifiquement. Nous ne comprenons pas aujourd'hui. Nous sommes allés là-bas. Problème. Rien du tout. Il n'y a pas de casse, il n'y a pas eu tout ça. Tout le monde a respecté tout le monde. Donc, même s'il y a des marches, si les marches où on a tué les gens, on avait pu laisser les gens marcher, il n'y a pas eu de casse. Vous croyez que la population congolaise aujourd'hui a ce sens de civisme élevé, madame? Puisqu'on dit que certains sont manipulés, vous manipulez la jeunesse pour dire n'importe quoi. Vous croyez au sens de civisme congolaise? Oui, mais dans tous les bandits ne manquent pas. Hein. Il y a toujours des cas où vous avez des gens. Et puis, il y a aussi l'adversaire qui peut tout faire pour que ça arrive d'envoyer des gens qui soient contre tel. Oui, pour infiltrer les gens afin qu'il y ait des ordres. Et on dira, bon, voilà l'opposition, on leur a donné l'occasion et regardez ce qu'ils ont fait.
Madame, nous allons terminer par autre chose, mais je ne veux pas passer sans vous poser cette question. C'est le renouvellement de la classe politique congolaise. Les gens qui reprochent à notre classe politique que ce sont les mêmes depuis 1960, même avant 1960, qui sont toujours au pouvoir, qui tiennent encore les rênes de pouvoir. Pour eux, il faut une rupture totale. Vous partagez cet avis, madame? Non, je ne peux pas partager cet avis. On ne peut pas parler de rupture totale. Bien sûr, ça évolue. Vous croyez que tous ces gens de 1990 sont encore en vie? Qui est encore en vie? Peut-être à part Gizenga, qui est encore en vie? Kengo est là, par exemple. Les reines depuis les années 70, Kengo est toujours là. Il y en a beaucoup qui sont là, qui sont toujours là. Pas beaucoup. Dans tout pays, ça arrive qu'il y ait des gens, je ne sais pas si c'est leur destin ou la chance qui font qu'ils se maintiennent longtemps au pouvoir, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont là aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes. On ne peut pas dire que tous ces gens-là de 1960 sont là. Il y en a quand même. Et c'est la situation normale. Hein. C'est ça qui fait qu'il y en a qui sont là, il y en a qui sont fatigués, qui se sont retirés, il y en a qui sont décédés, ainsi de suite. Dire qu'il faut totalement une rupture, je veux bien qu'il y ait aussi beaucoup de jeunes qui viennent avec d'autres esprits. Parce qu'on constate aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Même ceux qui sont des jeunes qui viennent, surtout quand qui sont entrés dans le gouvernement, c'est comme s'ils adoptent les mêmes méthodes que les anciens. Que les vieux qu'ils ont trouvés là-bas. Oui, ils entrent dans le système. Ils entrent dans le système et ça ne change pas à ce moment-là. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'était important de les avoir? Si vous regardez le gouvernement actuel, vous trouvez encore beaucoup de vieux là-bas. Mais la plupart sont de la jeune génération. Pour vous, madame Sokifoane, est-ce que la politique active est une vocation ou c'est un mandat? C'est une vocation et un mandat. Une vocation dans le sens, ce n'est pas n'importe qui a un don, si je peux dire, de faire la politique, de pouvoir gérer la cité, de venir vers les autres. C'est comme... Il faut avoir des aptitudes. Oui, des aptitudes et puis aimer cela. Il y a des gens qui, ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas intéressés, ils sont là pour être dans l'administration peut-être, diriger, mais vraiment avoir cet aspect-là où c'est... Non, il y a des gens comme ça. Vous pouvez même beau les intéresser. Ils disent non, ça ne m'intéresse pas. Et vous sentez ceux qui sont là, ce sont souvent des gens, même à l'école, ils étaient des leaders. Vous voyez? Quand nous sommes à l'école, des classes. Ce sont des gens qui ont déjà cette tendance-là de pouvoir diriger les autres. C'est truer vers l'Assemblée nationale. Ce n'est pas pour les postes, ce n'est pas pour les jeeps, ce n'est pas pour l'argent et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, avec je ne sais pas, autant de candidats pour 500 postes à peine, mais à votre époque, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas tout le monde qui était député. Je me rappelle, mon père était député aussi, donc ce n'était pas tout le monde qui pouvait être député. Non, ce n'était pas tout le monde. Actuellement, c'est le goût de l'argent. Parce que, quand vous voyez, ce n'est qu'en politique que les gens vivent bien. C'est ça qu'on doit casser. Il faut que, grâce à cette alternance, on fasse en sorte qu'un professeur ne doit pas envier un politicien parce qu'il est bien là où il est. Et chacun doit être bien là où il est. En ce moment-là, il n'aura pas envie de devenir député et consort. Aujourd'hui, tout le monde veut aller là-bas et vous voyez le nombre, c'est trop. Même quand nous avons fait les élections à notre époque-là, je peux dire c'est peut-être les postes, le nombre de postes, de sièges, peut-être x3, x4. Aujourd'hui, c'est fois combien? Quand vous voyez... Pour 500 postes, vous avez 15 000. 15 000 candidats, c'est fois combien? Fois combien? Donc là, c'était au moins normal, c'était des gens qui ont... C'est à peu près combien en 82 quand vous avez été Mais candidat? Comme je vous dis, nous, la première fois, c'était pour Kinshasa, on était 13. Hein, il y avait 13 postes. Sur 13, peut-être c'était une centaine de candidats. Une centaine de candidats. Nous allons terminer par la proportion. Nous allons terminer par le social. La vie n'est pas que politique, mesdames et messieurs. Nous allons terminer par ce phénomène qui défraie encore la chronique. Nous avons vu le reportage sur TV5 de ce procès des Oudjana. On ne peut ne pas en parler. J'ai une grande dame avec moi. Nous allons un peu essayer de décortiquer ce phénomène qui donne une mauvaise image de la République démocratique du Congo. Au lieu de parler des femmes violées à l'est de la République, au lieu de mettre en exergue les femmes qui souffrent au Kasaï, on met en exergue ces Oudjana. Ça fait quand même un peu mal. Et nous allons terminer aussi par une autre genre de femmes qu'on doit mettre en exergue, que moi je mets en valeur, les femmes rurales qui ont exposé à la foire agricole.
Il s'agit d'une nouvelle génération de filles appelées communément Ujana qui cartonnent dans la ville-province de Kinshasa depuis un certain temps. Ces jeunes filles dont l'âge varie entre 16 et 18 ans se promènent à moitié nues en pleine journée, mais fréquentent les débuts des boissons, ce que la loi interdit. Des policiers ont été déployés dans les différents coins pour repérer et interpeller ces jeunes adolescentes. Joseph Godé Kayembe, président du conseil d'administration de la Lisadel, s'est dit satisfait de ce travail de la police. Que la police doit jouer un rôle déterminant pour créer la panique dans le cœur de ceux qui le font. Parce que le phénomène tel qu'il est aujourd'hui réputé risque de détruire toute la jeunesse, risque de détruire tous les enfants et détruire même notre culture, nos traditions. Donc il faut que la police travaille. Il a par contre demandé au gouvernement congolais de prendre des mesures nécessaires pour éradiquer ces phénomènes Ujana. Il fallait que l'État y mette des moyens pour l'éducation de ses enfants. Mais comme il n'a pas mis le moyen et que ces enfants ont déjà dérapé, à ce moment ici, il faut leur donner la possibilité de développer les activités économiques pour pouvoir leur permettre d'être réinsérés dans la société et de mener une vie normale. Ce qu'il faut déplorer, ce sont les dérapages enregistrés dans cette opération, dérapages que d'aucuns qualifient de violations des droits de l'homme. Feuilles de manioc, épinards, toutes sortes de légumes, épices, bananes plantains, farine de manioc, fruits des champs de ces femmes rurales exposées à la foire agricole de Kinshasa. Une présentation de leurs produits est rendue possible grâce à l'appui de l'ANAPI. L'Agence nationale de promotion et d'investissement prouve ainsi qu'elle est là pour tout le monde, les grandes et les petites bourses. Il y a souvent en fait une confusion. Les gens ont souvent l'impression que l'ANAPI n'est là que pour les très grandes structures, les gros investisseurs et particulièrement les expatriés. Alors là, vous avez la preuve vivante que nous encourageons aussi les locaux et même on parle des mamans maraîchères. Donc vous voyez, ce sont les produits du terroir congolais et c'est un appel d'ailleurs que nous lançons à tous ceux qui sont dans l'informel dans ce genre de domaine de venir avec un accompagnement de l'ANAPI qui peuvent aller de l'informel au formel. Motif de satisfaction pour Cathy Kalanga, coordonnatrice de la société civile du Congo, mais également maraîchère elle-même. Les uns et les autres à visiter le stand de Maman Maraîchère, mais également à ne pas hésiter à se rapprocher de l'ANAPI pour booster leur business. ANAPI andimaki, biso bato ya société civile, bayebaza na musala ya bilanga, ye akwaka kwa encadrer biso, kwete malembe kinoti lobi nango kuna pe to kwa kufungola pe etando ya monene toko bana koteka ka biloko na biso toko senga na bato nyonso ya bilanga baya mingi ko se faire enregistrer na ANAPI baya ebele basi bafungoli commission mobimba kuna bokomona directeur oyo aza ko s'occuper na makambo wana bakopesa bino numéro na ye bongo bokomisa. Pour rappel, c'est ce 30 septembre que va se clôturer cette 3e édition de la foire agricole de Kinshasa, organisée par le ministère provincial de l'Agriculture dans l'enceinte de l'Académie de Beaux-Arts. Madame Sokifoni Inga, votre réaction à chaud par rapport à ce phénomène Ujana, cela fait des semaines que cela défraie la chronique. Quelle lecture faites-vous de ce phénomène? Ça provient jusqu'à votre époque. Moi j'aime bien le parallélisme. Quand vous étiez jeune, est-ce qu'il y avait des Ujana à votre époque quand vous étiez jeune? On ne comprend pas ce déferlement de ce phénomène aujourd'hui, comme une vague qui détruit tout. C'est la conséquence de la misère. Vous savez que dans notre pays actuellement, beaucoup de gens vivent vraiment dans un seuil de pauvreté. Et il y a beaucoup de désunions, de mariages qui n'existent plus, les parents sont séparés, ou les parents n'ont pas les moyens d'éduquer leurs enfants, de les envoyer à l'école. Et à ce moment-là, les enfants, nous voyons, il y avait le phénomène enfants de la rue, d'une manière générale. Et dans ces enfants de la rue, il y avait aussi des filles qui existent déjà, mais maintenant ça s'est aggravé. Parce que là, il y avait des filles aussi qu'on voyait dans des coins et qui attiraient les hommes et tout ça, des filles de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Mais cette fois-ci, ça a alerté les gens plus parce que c'est maintenant, même leur comportement, leur façon de s'habiller, hein, leur façon de s'habiller pour attirer les hommes et tout ça, c'est vraiment pas pudique. Et
elles sont là, on les amène dans des débits de boissons, des bars où elles se mettent nues et tout ça. Mais on doit donc, plutôt arrêter ces proxénètes qui font cela, madame. Oui, on met l'accent sur ces pauvres. Moi, je l'appelle pauvre parce que selon notre loi, quand on est mineur, on n'est pas responsable. Mais pourquoi on ne met pas l'accent sur ces proxénètes qui exploitent ces jeunes, peut-être ces tenanciers des boîtes et ces histoires? Oui, normalement, on devait même fermer ces boîtes. Au lieu comme nous avons vu à la télé, on a pris ces filles, on les a arrêtées. Comme ça. Mais entre-temps, on ne connaît pas les sorts de ces tenanciers, des tenanciers de ces clubs et consorts. Donc on devait aussi s'occuper de ceux-là. Ils ne doivent pas accepter des mineurs dans leur bar et encore des mineurs nus. On les expose. La cause, comme je l'ai dit, c'est la pauvreté. La plupart de ces enfants-là sont dans des foyers désunis ou dans des foyers unis, mais à cause de la pauvreté. Les parents les envoient en quelque sorte, allez chercher quelque chose pour nous amener. En ce moment-là, ces filles vont dans la rue, elles amènent, peuvent amener à leur foyer, ou alors carrément... Si, la police a raison, le gouvernement provincial ou l'État congolais a raison de réagir comme ça, cette réaction musclée par rapport à ce phénomène. Oui, mais ça ne doit pas s'arrêter à cette action musclée. Il faut maintenant réinsérer ces enfants. Il faut les réinsérer, les scolariser, leur donner le moyen de vivre, leur apprendre un métier. Parce que sinon, si nous les laissons comme ça, elles vont continuer. J'ai suivi l'une ou quelques-unes d'entre elles qui ont dit, mais tout ça, la misalate, vous pouvez savoir misala, tokotika, et consorts et tout ça. Mais il y a d'autres qui en ont fait leur métier, ceux qui ont 18 ans et plus. Elles sont des prostituées, c'est leur métier, elles se prostituent. Mais ces petites-là, moi je pense que si on les encadrait, on leur donnait une formation, on les met dans des centres de formation où ils ont à manger, je crois que elles vont Votre cesser. crainte par rapport au dérapage des policiers, parce qu'on commence déjà à se plaindre par rapport à ces dérapages, qui est aussi cas de droit de l'homme. On ne respecte pas le droit de l'homme quand il y a dérapage de ces policiers. On a déjà vu des vidéos, des plaintes déjà. Vous avez une crainte aussi par rapport à ça? Si, d'autant plus qu'il y a une équipe de ces policiers qui s'est travaillé à la recherche de ces filles, mais on peut attraper n'importe qui. Le fait, on dit, toute fille qui ne porte pas de soutien, on doit l'arrêter. Est-ce qu'il y a une obligation, il y a une loi qui dit qu'il faut porter le soutien? Il y a des gens qui ont des petits seins qui peuvent ne pas porter de soutien, même les grandes mamans, les grandes femmes, il y en a qui n'ont pas de soutien, mais ce n'est pas nécessairement l'impudicité. Ce n'est pas nécessairement l'impudicité. Ça dépend maintenant de la façon dont la fille s'est portée. Si elle laisse tous les seins dehors, là, on peut comprendre où elle porte des mini-jupes, je ne sais pas, que sais-je encore. Donc, il ne faut pas qu'on généralise, on dit qu'on va arrêter toutes les filles qui sont sorties. Nous les arrêtons. Ce n'est pas anticonstitutionnel de toutes les façons. Ce n'est pas... En tout cas, il n'y a aucune loi qui a dit que c'est une faute, c'est une infraction. D'ailleurs, dans notre accoutrement traditionnel, le soutien-gorge n'existe pas. Donc, passer de l'informel au formel, vous avez suivi la dame de la société civile, Cathy Kalanga. Pour vous, cet appui de la NAPI est une bonne chose par rapport à ces... C'est vraiment une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Il faut encadrer et encourager les femmes maraîchères qui travaillent beaucoup, qui vraiment aident la population ici à Kinshasa à avoir des légumes tout frais. Vraiment, c'est une bonne chose de les encadrer et de les encourager. Parce que s'il n'y a pas eu cette exposition permet à ce qu'elles puissent avoir les débouchés pour vendre, écouler leurs marchandises. Dernière question, nous allons clôturer. Candidate à quelque chose, madame? Parce que chez vous, je crois que la politique est une passion. Moi, je vous connais depuis que j'avais 11 ans, toujours dans la politique. Cette fois-ci, encore candidate à la députation, Sénat, quelque chose comme ça? Moi, je suis candidate au Sénat. Comme vous l'avez dit là-bas, il faut aussi commencer à laisser à la jeunesse la place. La députation, je trouve que c'est pour tant provincial que national, c'est pour les jeunes. Et nous, les plus âgés, nous devons faire notre pas vers le Sénat. Donc moi, j'attends le Sénat pour présenter ma candidature. Voilà, mesdames et messieurs, merci donc à madame Soki Fouanienga d'être passée à la barre. Merci en tout cas à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Moi, je le dis, ça me fait toujours extrêmement plaisir de recevoir une dame sur mon plateau. Avec elle, nous avons débattu des temps forts de l'actualité. Vous l'avez suivi. L'unité de l'opposition a été faite cette fois-ci et le candidat unique sortira bien de cette opposition avant le 23 décembre 2018, avant les élections
Merci à vous, à Rassis et à Maurice Gigando à la régie finale. Nous nous retrouvons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Sans oublier Alain Bolikango, le petit-fils de Bolikango, le père de l'indépendance. Ne les oublions jamais. On se retrouve le dimanche prochain.